Voilà, donc là, est-ce que je suis bien. Bon, eh bien voilà, donc nous allons commencer. Bonsoir à tous. Merci de vous être rendus libres pour cette nouvelle édition des mardis de Géopragma. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir et le privilège, l'honneur de recevoir Brice Lalonde, président de l'Académie de l'eau, de l'Association Équilibre des énergies, ministre de l'Environnement, sous-secrétaire général de l'ONU, coordonnateur de la conférence de Rio. Le CV est tellement dithyrambique et lourd que je ne peux pas tout dire. Ambassadeur du climat français, aussi avec des affiliations plus territoriale, plus française, maire de Saint-Briac-sur-Mer pendant très longtemps, qui aujourd'hui va nous parler d'un sujet sur lequel il nous semble que beaucoup de bêtises, voire de contre-vérités, en tout cas de positions très idéologiques et donc extrêmement peu pragmatiques, sont prises et sont dites. Il va nous parler de l'environnement et de la géopolitique du changement climatique. C'est un sujet compliqué, enfin c'est un sujet en tout cas important, vaste. Donc je propose de lui laisser tout de suite la parole et puis après un débat s'engagera entre nous, entre tous les présents. Voilà, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci de m'avoir invité. Je suis un peu intimidé devant des spécialistes de la géopolitique, mais enfin, je suppose que vous êtes quand même familiarisé avec les relations du climat avec l'histoire. Hein. Je ne sais pas, moi, la bataille d'Azincourt, Waterloo, c'était la boue qui nous a fait perdre, enfin, etc., etc. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment la météo, c'est vraiment le climat dans son ensemble. Hein. C'est une transformation importante à la surface de cette planète et ça devient un sujet de régulation internationale de plus en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? D'abord, il y a une réalité physique. Ça se réchauffe. Bon, donc si ça se réchauffe quelquefois dans de telles proportions dans certains endroits. Par exemple, si vous êtes sur la côte indienne ou sur la côte sud de l'Arabie saoudite, avec une chaleur de l'ordre de 35 degrés et une saturation de l'air en humidité parce que vous êtes près de la mer, votre survie sera extrêmement brève. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, toutes les activités qui se situent dehors seront impossibles. Tout se passera à l'intérieur ou ça se passera avec des techniques de refroidissement ou de rafraîchissement de l'atmosphère qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc, on a là déjà une première difficulté. Au nord, comme vous le savez, les glaces se fondent, hein, ça fond même très, 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 très vite. Hein, c'est vraiment impressionnant. Eh bien, c'est quoi? C'est 10 000 tonnes par seconde à peu près de glace qui fondent. Eh bien, ça veut dire que progressivement, la banquise va disparaître pendant l'été dans le nord, dans l'Arctique, et ça va bouleverser les relations entre le Canada, les États-Unis, la Russie et un certain nombre d'autres États, hein, la Finlande, etc. La Russie avait toujours considéré que jusqu'à présent, c'était les glaces qui la protégeaient. Et maintenant, elle est embarrassée. Ça fait énormément de kilomètres de côte, tandis que les États-Unis, eux, ne s'y étaient pas vraiment intéressés, sauf que depuis M. Trump qui a proposé d'acheter le Groenland. Et nous avons maintenant, tous les 2 ans, de grandes manœuvres des sous-marins, y compris sous la banquise, tandis que du côté russe, nous avons la création de ports, l'idée que le passage au nord va contrebalancer et même faire concurrence à Suez, puisque vous allez raccourcir de moitié la durée des échanges entre l'Europe et l'Asie. De la même manière, le Canada pense la même chose, mais le Canada, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a plein d'îles, c'est plus compliqué, tandis que par la Russie, c'est beaucoup plus simple. Et donc, vous avez déjà des dépenses très, très importantes consenties par la Russie pour créer des ports, pour avoir des sous-marins brise-glace extrêmement lourds, vous en avez une quinzaine déjà qui sont en route, et vous avez évidemment la mise en exploitation, y compris avec le groupe Total,
d'exploitation de gaz tout au nord, le long de la côte, et vous avez des bases scientifiques, etc. Donc ça veut dire qu'il y a déjà la géographie, la géographie du Nord qui s'est transformée, et les relations entre les États au nord, dans l'Arctique, qui sont bouleversées. La seconde chose que vous connaissez sans doute, celle-là, c'est pas non plus comme un fake news, c'est le niveau de la mer. Le niveau de la mer donc il monte en ce moment de l'ordre de 3 mm par an. Et 3 mm par an, ça ne donne pas l'impression que c'est beaucoup, mais ça veut dire qu'en 20 ans, déjà, ça fait 8 cm. Hein. Et vous avez 300 millions de personnes qui vivent là dans le coin, avec toutes les grandes villes de l'Asie, toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, qui sont maintenant confrontées à ce qu'on appelle des submersions, puisqu'il suffit que la marée monte, que ce soit la marée pleine, il suffit qu'il y ait une pression très faible, une tempête, qu'il y ait du vent, et à ce moment-là, vous avez une incursion marine extrêmement importante. C'est ce qui s'est passé à New York. Je sais que j'y habitais, donc je peux vous dire, j'ai cette expérience. La mer a monté de 4 mètres. Elle a monté de 4 mètres au sud de Manhattan, donc à Battery. Et évidemment, il y a eu des victimes. La mer, si vous voulez, est montée, elle est repartie par derrière et elle revient. Donc, quand ceci arrive, l'inondation est partout, quoi. Donc voilà, donc nous avons cette préoccupation, ça va toucher autant la Chine que les États-Unis. Cap Canaveral sera sous l'eau bientôt. Miami est sous l'eau quasiment une partie du temps. Et donc, ce sont des questions très lourdes parce que ça coûte assez cher de faire des digues et certains pays peuvent se le permettre, d'autres, c'est plus compliqué, notamment le Bangladesh, par exemple. Et puis enfin, je ne parle pas des catastrophes du genre événements extrêmes. Hein, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Ça veut dire que vous avez de temps en temps des inondations, vous avez de temps en temps des canicules. Simplement, quand vous avez des canicules, vous avez un problème de production agricole. Hein, voilà. Vous avez un certain nombre de pays qui sont les grands pays producteurs de céréales, les USA, le Canada, la Russie, l'Ukraine, l'Argentine, le Brésil, le Kazakhstan. En 2010, par exemple, il y a eu des feux de tourbe très importants en Russie qui ont détruit à peu près le tiers de la récolte de la Russie et de l'Ukraine, qui ont immédiatement suspendu les exportations de blé. À l'époque, on ne s'était pas mis d'accord pour savoir quel était le marché de l'alimentation mondiale et la disponibilité des céréales. Donc, il y a eu un affolement, une spéculation considérable. Et puis, en 2006, comme vous le savez, il y a eu tous les événements qui se sont produits dans les pays arabes et dans les pays africains, notamment des émeutes de la faim. Et donc, si vous voulez, c'est ceci pour vous dire que tout événement climatique extrême qui peut avoir des conséquences sur la production alimentaire aura évidemment des répercussions en série. La question de l'eau, ça, on en est toujours à la géographie, donc avec l'impact de la géographie sur la géopolitique. Il y a moins de neige avec le réchauffement climatique, moins de glaciers, plus de pluie. Ça veut dire que pendant l'hiver, la plus de pluie, ça veut dire que ça va marcher, ça va fonctionner, mais en été, il y aura moins parce que la neige et les glaciers font du goutte à goutte et entretiennent l'approvisionnement en eau des fleuves. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la Chine est en train de prendre le contrôle de tous les grands fleuves asiatiques en occupant le plateau du Tibet. Et donc, on a là la source d'un certain nombre de conflits futurs. On voit déjà le Mékong qui est quasiment sans eau, avec toutes les populations qui vivaient du Mékong, qui sont en ce moment dans des situations qui sont quelquefois extrêmement délicates. Même chose pour la Turquie. La Turquie est en train de construire des barrages un tout petit peu partout en amont du Tigre et de l'Euphrate, mettant l'Irak et la Syrie dans une situation parfaitement inconfortable. La question de l'eau, hein, on le voit bien aussi avec l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie ne veut rien entendre, alors que l'Égypte ne cesse de lui proposer des négociations. L'Éthiopie dit ah, non, 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 moi d'abord, et on verra ensuite. Et donc la question de l'eau devient de plus en plus sensible. Jusqu'à présent, on a évité des guerres de l'eau. Sinon que dans les conflits, par exemple au Moyen-Orient, les usines d'approvisionnement étaient souvent la cible des bombardements. Et évidemment, dès qu'il y a atteinte aux usines d'approvisionnement en eau potable, ce sont les enfants qui trinquent les premiers. Donc la question de l'eau est sensible, notamment dans la zone MENA. Donc, hein, vous avez des accords de partage des eaux sur les eaux de surface, mais aucun accord sur les partages des eaux souterraines. Il y a un pompage permanent
Et par exemple, récemment, la Jordanie a demandé à Israël, est-ce que je peux avoir un peu plus d'eau, s'il vous plaît? Et Israël a refusé. Donc, c'est une question qui ne peut que devenir plus compliquée et plus sensible. La question de l'eau, elle est souvent d'ailleurs sous-estimée. Et évidemment, il y a des réponses, hein, il y a des choses qui sont parfaitement possibles, notamment le dessalement. Le dessalement, ça fonctionne très bien. Bon, et donc, il va falloir aider les pays qui ne peuvent pas se le permettre. À côté de tout ça, il y a les migrations possibles. Hein. Bon, il y a eu 20 millions de déplacés donc, en 2020, essentiellement Chine, Philippines et Bangladesh, Inde aussi. Ça, c'est pour des raisons, pour des crises climatiques, c'est pour des cyclones, des tempêtes, etc. Ce sont des déplacés, ce ne sont pas forcément des migrants, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord déplacés chez eux, ils sont obligés de quitter leur maison et de s'installer ailleurs. Mais malheureusement, il y a des zones de sécheresse, il y a des conflits entre les agriculteurs permanents et les éleveurs, laisse-moi passer, etc., etc. Donc, la question des migrations devient sensible. Il y a des projections de l'ordre de, il y aura bientôt 143 millions de déplacés en 2030, etc. Donc, je ne sais pas. Hein, voilà, simplement, c'est une question qui est sensible, puisqu'évidemment, les migrations peuvent être des causes de conflits. Venons-en aux ressources. La question du changement climatique, c'est évidemment la question, très largement une question qui est liée à l'énergie. Comme vous le savez, chaque fois qu'on brûle un combustible fossile, charbon, gaz ou pétrole, on envoie du CO2 dans l'air. On ne peut pas faire autrement, hein, ça s'appelle, on oxyde le carbone. Et évidemment, si on veut réduire, enfin, supprimer les émissions de CO2, provenant de l'énergie, il faudrait renoncer aux combustibles fossiles et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, le pétrole, le charbon, le gaz naturel représentent 80% de notre consommation d'énergie mondiale. Exactement le même chiffre qu'il y a 10 ans. C'est pour vous dire que plus on parle, moins il se passe quelque chose. Parce qu'on est toujours dans cette situation extrêmement difficile où ça n'a pas bougé. Et c'est surtout le pétrole. Hein. Numéro 1, le pétrole, numéro 2, le charbon et le gaz naturel, à peu près pareil. Et le reste vient très, très loin derrière. Les renouvelables, j'en parle même pas. Le nucléaire, 5% environ. Hein. Donc voilà, donc on est dans une situation où c'est vraiment un défi énorme de se passer des combustibles fossiles. En ce qui concerne le charbon, il y a une baisse petite. Et quand on parle charbon, c'est la Chine. La Chine, c'est la moitié de la production de charbon du monde et elle n'arrête pas d'en consommer et elle n'arrête pas de construire des centrales à charbon en dépit de ses grandes proclamations pour le changement climatique. Elle a dit récemment que son pic d'émissions serait en 2030 et elle descendrait ensuite pour être neutre en carbone en 2060. Une déclaration d'ailleurs qui a surpris tout le monde, mais bon, après tout peut-être. Pour l'instant, en tous les cas, elle n'en prend pas le chemin. Le seul continent qui a réduit réellement sa consommation de charbon, c'est plutôt l'Europe, hein, qui est en tous les cas qui a du mal à le faire, mais qui le fait doucement. Comme vous le savez, l'Allemagne continue à avoir du charbon, à produire quelquefois un charbon très sale qu'on appelle le lignite. Et un certain nombre de pays de l'Est européen continuent également. Ils ont beaucoup de mal à sortir du charbon et après tout, on les comprend, puisque quand vous êtes dans un pays dont l'essentiel de la consommation d'énergie vient d'une ressource, vous ne pouvez pas du jour au lendemain et d'un claqueur de main sortir et faire autre chose. La solution pour ces pays-là, c'est soit le nucléaire, soit le gaz. Le gaz, c'est mieux parce que ça envoie moins de CO2, mais enfin, c'est toujours un combustible fossile et le nucléaire, il faut le faire et ça coûte cher. Donc, certains pays maintenant commencent à le faire, notamment dans l'Est de l'Europe. Il y a les Russes proposent des centrales nucléaires. Ce sont les Russes les grands gagnants pour l'instant de l'industrie nucléaire. Ce n'est pas les Français qui auraient pu, mais ce sont les Russes. Donc voilà où nous en sommes. Le pétrole, donc, c'est l'essentiel pour l'instant. C'était toujours la ressource géopolitique numéro 1, comme chacun sait. Patricia m'a bien expliqué ça depuis le bateau où M. Roosevelt a rencontré M. Seoud. Donc, voilà. Simplement, ce qu'il y a de très, très nouveau aujourd'hui, c'est que l'Amérique n'a plus besoin de l'Arabie saoudite. Voilà. C'est l'événement le plus important en géopolitique pétrolière. C'est que les États-Unis sont devenus indépendants de l'Arabie saoudite. Et ils sont tellement indépendants de l'Arabie saoudite qu'à la limite, ce qui se passe au Proche-Orient, ça les intéresse un tout petit peu moins. Même si le détroit d'Ormuz était bloqué, ça ne dérangerait pas tellement les États-Unis, ça dérangerait en revanche beaucoup la Chine et ça dérangerait beaucoup les pays européens qui sont pour l'instant toujours
qui s'approvisionnent toujours en Arabie Saoudite. La Chine, elle a commencé à s'approvisionner en Iran, hein, donc ça c'est un point important. La Chine, elle cherche évidemment à garantir son approvisionnement parce que ça va devenir bientôt un des premiers consommateurs du monde en pétrole, juste après les États-Unis. Hein. La Chine, ça n'arrête pas de grimper et c'est de toute manière le premier consommateur d'énergie du monde. Et donc la Chine, à la fois importe du pétrole là où elle peut en importer et à la fois elle a d'énormes sociétés pétrolières qui vont essayer d'acheter des actifs un petit peu partout. Regardez ce qui vient de se passer au Mozambique où Total était associé à Sinopec ou à d'autres. La Chine fait tous ses efforts, y compris d'ailleurs au risque de conflit ou de tension avec les Philippines, par exemple, dans la zone de la mer de Chine, où la Chine est en train d'essayer de dire que c'est à elle, quoi. Voilà, donc si je passe ensuite, alors la France, comme vous le savez, hein, elle consomme beaucoup de pétrole aussi, hein, et ça vient à la fois de la Russie, du Kazakhstan, de l'Arabie Saoudite. L'autre source combustible fossile qui joue un rôle maintenant majeur, c'est le gaz, mais surtout parce qu'on en trouve partout. Il y en a partout du gaz. Voilà, c'est-à-dire que c'est un problème pour l'environnement, il y en a partout. Et donc, c'est à la fois une ressource formidable, donc quelle chance, il y en a partout, mais c'est aussi un problème. Et l'élément nouveau pour le gaz, c'est que ça devient un marché mondial. Avant, c'était un truc séparé. Hein. Il y avait le marché européen, le marché... parce que tout simplement, on ne pouvait pas le transporter. Ça ne se transportait que dans des pipelines. Et on ne faisait pas de pipelines, de gazoducs à travers l'Atlantique. Donc, c'était des marchés séparés. Mais maintenant, c'est en train de se mondialiser, tout simplement parce qu'on fait du gaz liquéfié, du GNL. Et le GNL est en train de monter en puissance avec... le Qatar qui est l'un des premiers, les Américains, les Australiens, et puis quelques autres, l'Algérie, etc. Bon, et ça, c'est très important puisque ça va vous expliquer pourquoi il y a une bagarre entre la Russie et les États-Unis pour approvisionner en gaz l'Allemagne. La Russie nous propose Nord Stream 2 maintenant, après les autres Nord Stream. Et l'Amérique dit, ah non, non, surtout pas, il vaut mieux prendre mon GNL à moi. Simplement, le GNL est beaucoup plus cher et du point de vue de l'environnement, le gaz russe qui arrive par gazoduc, c'est mieux. Voilà, ça consomme moins, ça envoie moins de CO2 dans l'air. Mais voilà où nous en sommes. Alors, simplement, ce qu'il faut savoir, pour vous qui êtes passionnés par la géopolitique, plus que moi encore, eh bien, le Qatar, tout passe par le détroit d'Ormuz. Tout. 100% du GNL du Qatar passe par le détroit d'Ormuz. Et au large, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des pirates un petit peu partout, plus des Houthis qui de temps en temps envoient, si j'ai bien compris, des missiles sur des installations pétrolières ou autres, ce qui fait d'ailleurs monter le prix du baril. Eh bien, si un pirate prend un méthanier, on est quand même assez mal, parce que surtout si ce sont des pirates, comment dirais-je, terroristes qui veulent se suicider, quoi, hein. Parce qu'un méthanier qui explose, ça doit faire à peu près 3 bombes d'Hiroshima, hein, à peu près, quoi. Je veux dire, tellement il y a d'énergie là-dedans. Donc, la question des risques du méthane est quand même une question importante. Alors, comme vous le savez, l'Europe est sans doute la région du monde la plus dépendante en énergie. Donc, on a toujours une très grande partie de notre énergie qui vient de Russie, hein, à peu près 40% du gaz, 30% du pétrole, 40% des combustibles solides, charbon, ça vient de la Russie. Donc, on a quand même, sur le plan de l'énergie, une relation avec la Russie très importante. Et donc, à un moment donné, ça paraît un peu bizarre de vouloir absolument faire de la Russie un adversaire. Il semblerait plutôt plus intelligent de travailler avec la Russie, puisque la Russie est notre premier fournisseur en énergie. Enfin, en ce qui concerne l'uranium, je sais que Madame la Présidente était intéressée parce que Patricia m'a dit il faut que tu parles du nucléaire. Alors, je parlais du nucléaire, certainement, oui. Alors, le nucléaire, c'est un peu compliqué le nucléaire parce qu'il y a un nucléaire bashing tellement fort dans nos sociétés que c'est un peu difficile. En tous les cas, nous avons plusieurs producteurs d'uranium. Le Kazakhstan est le premier, puis le Canada, l'Australie, le Niger, la Namibie, la Russie. Donc, pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en uranium, d'autant plus que le nucléaire, finalement, il ne fait que 5% de la consommation d'énergie actuellement.
avec une situation un peu difficile, puisque dans l'Union européenne, on a l'impression que l'Union européenne reprend uniquement les positions allemandes, hein, et que quelquefois, moi j'ai l'impression qu'elle est plus anti-nucléaire que anti-changement climatique. Mais enfin bon, voilà, je dis ça modestement, hein. Alors, un enjeu très important, mais je suppose que vous le savez mieux que moi, c'est la cybersécurité. Dans le domaine de l'énergie, la cybersécurité est extrêmement importante. Et on a vu récemment le pipeline américain, hein, qui a été bloqué par une attaque dont on ne sait pas d'où elle venait. Alors, on a dit qu'elle était russe, ou en tous les cas qu'elle était d'origine russe, on ne sait pas, mais en tous les cas, le pipeline a été bloqué pendant plusieurs jours et les automobilistes américains ne pouvaient pas remplir leur voiture. Donc voilà. Alors, voilà grosso modo la situation avec ce rôle extrêmement important de l'énergie, mais j'ai parlé de l'eau et je ne voudrais pas qu'on néglige la question des terres agricoles et de la production agricole parce que c'est quand même une question importante pour la nourriture, mais ce n'est peut-être pas le lieu ici. Comment fait-on pour combattre le changement climatique? Eh bien, la première réponse, ça s'appelle électrification. Il faut électrifier. Il faut électrifier la plupart des usages de l'énergie dans nos pays. C'est-à-dire qu'en ce moment, en France, par exemple, vous avez l'électricité représente 25% de la consommation d'énergie. Il faut que ça représente 50%. Il faut passer à 50%. Voilà. Et comme vous le voyez, ça commence déjà avec les voitures, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut électrifier? Parce que justement, l'électricité peut être produite de manière décarbonée par le nucléaire, par les renouvelables, etc. Donc, on n'a pas beaucoup de choix, il faut électrifier. Et puis, avec l'électrification, il faut du numérique. Parce que maintenant, de plus en plus, avec les renouvelables, ça devient compliqué. Il faut toujours, vous savez, à l'électricité, il faut toujours que la production soit égale à la demande parce qu'on ne peut pas encore stocker l'électricité. Et donc, puisqu'on parle des renouvelables, les renouvelables se développent beaucoup, se développent surtout poussés par les pays qui sont sales, ont une électricité sale, c'est-à-dire le charbon et autres. Et effectivement, les renouvelables, ça soulage, on consomme moins de charbon. Pour la France, comme l'électricité est déjà décarbonée, dépenser beaucoup d'argent pour faire des renouvelables, c'est en réalité ne pas combattre le changement climatique, mais combattre le nucléaire. Donc, ça paraît un peu stupide, mais c'est comme ça. Néanmoins, on pourra en parler après. Les renouvelables, donc, ça croît très vite, notamment le photovoltaïque, hein, l'énergie solaire. Et l'énergie solaire est déjà sans doute la source d'électricité la moins chère du monde. C'est la moins chère. C'est très simple, c'est formidable en plus comme technique. Simplement, c'est très peu, c'est tout petit. Ça ne produit pas beaucoup. Vous ne pouvez pas électrifier une ville avec du solaire pour l'instant, en tous les cas. Donc, sauf à occuper d'énormes espaces avec des centrales solaires et pas uniquement des petites cellules photovoltaïques. Alors, nous sommes dans cette situation où le système électrique, en principe, se transforme, puisqu'on avait des systèmes centralisés avec des grosses centrales et on passe à des systèmes en réseau. Et donc, c'est plus compliqué, ça coûte assez cher, ça coûte cher en matériel, hein, en espace. Et notamment, c'est souvent oublié, on parle des terres rares, mais ça coûte très cher en cuivre, hein. C'est d'abord le cuivre. À la limite, notre premier problème, ça va être le cuivre. Parce que non seulement il y a la mine, mais il y a le raffinage, hein, donc il faut faire les deux. Et là, pour l'instant, c'est la Chine qui est le premier producteur de cuivre raffiné, dépassant les États-Unis, etc. Donc il faut faire attention, là encore, à la dépendance, si vous voulez, stratégique d'un certain nombre de métaux. Les voitures électriques donc se développent et ne faisons pas d'erreur, ce n'est pas l'hydrogène qui va gagner, c'est la voiture électrique qui gagne, tout simplement parce qu'il y a des prises de courant partout, quoi, hein. Et puis c'est très simple à faire. Tandis que le détour par l'hydrogène, il faut le produire, l'hydrogène, et ensuite vous allez le retransformer en électricité avec une pile à combustible. Vous allez perdre dans les rendements. Pour l'instant, c'est absurde. On en parlera après si vous voulez l'hydrogène. Bon, pour qu'il y ait des voitures électriques, il faut qu'il y ait des batteries. Deuxième problème, et voilà pourquoi il faut que l'Europe construise ces gigabatteries très vite. Et pour les batteries, ben là aussi, il faut du manganèse, il faut du nickel, il faut du lithium, du graphite, etc. Et donc, la question de la production des gigabatteries est très importante, des giga-usines, pardon, des méga-usines, parce que la batterie représente 30% de la valeur ajoutée de la voiture. 30%, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, alors avant, vous avez des constructeurs automobiles qui faisaient des moteurs extraordinairement compliqués avec 200 petites pièces détachées dans le moteur, etc. Maintenant, vous avez un truc très simple, ça s'appelle un moteur électrique.
Et comme c'est la batterie qui représente l'essentiel de la valeur ajoutée, ben, ça veut dire que les producteurs de batteries, si on n'y fait pas attention, c'est eux qui vont construire les voitures. Et nous qui allons les importer. Et donc, il faut absolument qu'on fasse attention à ça. Et pour l'instant, les batteries, les champions, ce sont ceux qui ont développé des batteries pour nos petits téléphones portables, donc les Japonais, les Coréens et les Chinois. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et alors, la deuxième chose, et ça c'est un tout petit peu plus loin, mais ça me passionne parce que je travaille dessus dans mon association, notamment avec les constructeurs d'avions et tout ça, c'est qu'il va falloir produire des carburants de synthèse propres pour ne pas mettre du kérosène fossile dans les avions. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut de l'hydrogène, il faut du CO2. Et c'est juste, alors ça, c'est moi qui vous dis ça, mais c'est peut-être complètement fou. Hein. Peut-être qu'on va vous dire, M. Lalonde, il vous raconte n'importe quoi. On va bientôt être obligé de ne plus envoyer de CO2 dans l'atmosphère, de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir interdire d'envoyer du CO2. Ça veut dire que les cimenteries, les métallurgistes, etc., tout ça, et même les turbines à gaz pour produire de l'électricité en Allemagne ou ailleurs, il va falloir qu'elles capturent leur CO2 pour l'empêcher de s'échapper dans l'atmosphère. Et ensuite, avec ce CO2 capturé, on peut le transformer ensuite avec de l'hydrogène en carburant. Ça va coûter cher en énergie. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand j'entends mes anciens collègues, si j'ose dire qu'il va falloir consommer de moins en moins, je regrette, je crois qu'il va falloir consommer de plus en plus d'énergie, précisément pour décarboner. Et donc, l'avenir, ce n'est pas écrit, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que la grande question et la grande erreur, à mon avis, y compris en France, mais aussi en Europe, c'est que le problème de l'énergie, ce n'est pas de faire energy efficiency first, c'est de faire carbon emissions reduction first. Il faut réduire les émissions. C'est la réduction des émissions qui devrait être le point cardinal de notre politique de l'énergie. Ce n'est pas uniquement économiser l'énergie. Voilà, donc il va falloir réfléchir à cette question. Enfin, je termine là-dessus parce que, évidemment, pour produire plus d'énergie, il y aura sans doute un second âge du nucléaire. Il y a des techniques nouvelles dans le nucléaire qui s'appellent la transmutation des déchets, qui réduisent leur durée de vie, mais il va falloir travailler là-dessus. Il y a la question de « et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment fait-on? Est-ce que le multilatéralisme va nous aider? Est-ce qu'on va s'entraider pour lutter contre le changement climatique ou est-ce qu'on va se faire la guerre ?» Voilà. C'est ça, à mon avis, une des grandes questions. C'est-à-dire que quand on est devant un problème aussi important, ou bien c'est chacun pour soi, ou bien on essaye de mettre sur pied des formules de coopération multilatérale, ou en tous les cas, quelque chose du même genre. Pour l'instant, mon expérience au sein des Nations Unies, il y a quand même 190 États, ou je ne sais, c'est très long. L'accord de Paris, s'il était respecté au moins, il a fallu 20 ans pour y parvenir. Et les États-Unis et d'autres avaient une autre formule qui était plus proche du G20, c'est-à-dire on va peut-être réduire le nombre des négociateurs et on va peut-être prendre un certain nombre de pays qui représentent 80 à 90% des émissions. Et si ces pays-là arrivent à se mettre d'accord, les autres suivront. Donc voilà en ce moment la discussion. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord à 195? Est-ce que un petit peu moins, ce serait mieux? Et évidemment, si vous êtes dans le système des Nations Unies, vous tombez immédiatement dans la négociation du G77. Si vous ne me donnez pas d'argent, je ne suis pas d'accord, enfin, etc. Donc, c'est extrêmement difficile. Et la question maintenant pour le changement climatique, ce n'est pas simplement qu'il faut réduire les émissions, c'est qu'il faut s'adapter au changement qui est en cours. Et ça, c'est évidemment une autre paire de manches. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'ai simplement voulu introduire un petit peu ce qui me semble être l'aspect géopolitique de cette transformation que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui s'appelle le changement climatique. Vous n'avez pas été long du tout. Ah bon? Vous auriez pu prendre un peu plus votre temps même, mais nous allons avoir maintenant un débat entre nous. Non, c'est tout à fait passionnant parce que vous mettez le doigt sur des contradictions, en fait. Des contradictions dans la réflexion et dans la manière de concevoir la question climatique, les moyens de lutte, et puis bien sûr, derrière, le combat des puissances. Parce que je crains que le multilatéralisme, pour l'instant, soit plus formel que réel. C'est-à-dire que quand même, il y a une lutte à couteau tiré, en fait. Ça n'empêche pas de faire des grands-messes environnementales, etc. Mais enfin, concrètement, c'est quand même la lutte pour les terres rares. C'est quand même, voilà, c'est des stratégies de conquête assez antagonistes.
Je vais laisser la parole à nos… Moi, j'ai plein de questions, mais, mais je vais laisser bien sûr la parole à tous nos amis présents. Alors, qui commence? Qui veut commencer? Sinon, je commence. Qui lève une petite main? Madame la Présidente, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas? Alors, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Alors, j'ai préparé mes questions hein, parce que je suis un peu élève là en l'espèce sur ces sujets. En tout cas, certainement pas professeur. Donc, ma première question, c'est comment… Alors, c'est une question, on va rentrer dans le vif du sujet géopolitique, même si on reviendra à des questions plus larges derrière. Mais voilà, on vient d'annoncer qu'on retirait nos troupes du Sahel. On a beaucoup dit qu'on avait été aussi au Sahel pour sécuriser un petit peu nos ressources en uranium. Je ne sais pas si c'est vrai, dans quelle mesure c'est vrai. Vous avez dit qu'effectivement, on en achetait un peu partout et pas qu'au Sahel, pas qu'au Niger notamment. Mais comment va-t-on faire pour sécuriser ces zones qui sont hautement conflictuelles? Je pense donc à cette partie sahélienne et qui sont quand même nécessaires à notre souveraineté énergétique, enfin à notre production nucléaire et notre souveraineté énergétique. Voilà, ça c'est ma première question, mais j'en ai d'autres. Alors, le Niger, c'est 8%, hein, 8% oui. de notre approvisionnement en uranium, oui. À l'égal de la Namibie, 8% aussi. Et c'est plutôt le Kazakhstan, hein, c'est 36% le Kazakhstan. Ouais. Et le Canada et l'Australie, c'est à peu près 15% chacun. Donc, si vous voulez, ce n'est pas déterminant. En revanche, là où vous avez raison, c'est que si on laisse l'ensemble du Sahel aux djihadistes, toute l'Europe, si vous voulez, sera sous la menace de migration, de rétorsion. Donc, ça sera extrêmement grave. Ça commence plutôt d'ailleurs aussi avec le Nigeria et Boko Haram. Hein. Vous avez déjà l'exploitation du pétrole dans l'embouchure du Niger, c'est extrêmement difficile avec des pirates aussi de tous les côtés. Alors là, c'est plutôt à moi de vous poser la question, excusez-moi les spécialistes de la géopolitique. Moi, je ne suis que l'écolo de service qui vous dit, oh là là, c'est dangereux. Donc, je crois que la première partie de la réponse, c'est quand même d'abord de discuter avec nos partenaires européens sur le fait que quand même, jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup aidé quand même. Non, ils n'ont rien fait. Non, oui, et donc il faudrait leur dire, dites, est-ce que vous voyez ce que vous allez avoir à l'horizon, quoi, hein. Bon, maintenant, je me demande si la prise de parole de Macron n'était pas aussi une manière d'obtenir une réponse du gouvernement de Bamako, dont on ne connaît pas bien la position, quoi, hein. Donc on cherche à le pousser à dire oui, non, quoi, hein. Parce que si j'ai bien compris, l'armée française reste sur place quand même. Oui, elle reste, mais elle n'opère plus dans les conditions. Elle suspend, en fait, elle suspend son opération. Elle ne se retire pas au sens, on ne s'en va pas. En revanche, on ne fait plus ce qu'on faisait jusqu'à présent parce qu'en fait, je pense qu'on se sent quand même non seulement très seul, mais largement dépassé politiquement par ce qui se passe au Mali déjà. Voilà. Donc, je ne peux que partager votre inquiétude, mais cette inquiétude, elle est même plus large parce que se passe-t-il en Afrique dans les prochaines années? Regardez un pays comme le Niger, justement. Le taux de fécondité, les femmes là-bas ont 8 à 10 enfants. Et ça paraît, on ne voit pas comment ils pourront se nourrir dans les années qui viennent, quoi. C'est une des zones, si vous voulez, avec l'Asie centrale, où là, il y a réellement toujours une poussée démographique extrêmement importante et inquiétante. Alors, justement, c'est une parfaite transition vers ma deuxième question. Compte tenu justement de cette explosion démographique qui est à l'œuvre, enfin qui est en cours, et du dérèglement climatique, à la fois dont elle est la conséquence mais qu'elle engendre, est-ce que l'énergie nucléaire n'est pas finalement l'énergie la plus viable pour pallier les besoins énergétiques de ces populations actuelles, futures,
et aussi parce que c'est une énergie, si j'ai bien compris, en tout cas carboniquement propre. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, Français, parce que c'est quand même un peu notre préoccupation chez Géopragma, on est quand même, a priori, fer de lance de l'industrie nucléaire, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à exporter notre savoir-faire nucléaire dans des zones très, très dynamiques démographiquement, en Afrique notamment? Est-ce que ce ne serait pas politiquement, à supposer qu'on arrive à lever les handicaps politiques et la diabolisation, surtout interne, dont fait l'objet le nucléaire, est-ce qu'il n'y a pas quand même là à la fois une source de développement économique et de stabilisation et de soins, d'une certaine manière, de la question du dérèglement? Alors, le nucléaire, pour l'instant, vous avez un certain nombre de pays qui développent leur propre nucléaire et construisent des centrales, hein. Et c'est surtout 4 pays, la Chine, l'Inde, la Russie, la Corée du Sud. La Corée du Sud, en plus, elle a décidé peut-être d'arrêter, on ne sait pas, encore une fois, alors que c'est elle qui a vendu des centrales nucléaires à l'Arabie Saoudite, qui en construit elle. Bon, alors c'est plutôt la Russie, pour l'instant, qui tire les marrons du feu, Ouais. qui exporte, hein, Rosatom, ils exportent un peu partout. Et tandis que la France a échoué parce qu'il y a eu cette bagarre entre Areva, EDF, et bon, malheureusement, on n'a pas été très bon. Et on a un produit, l'EPR, qui est un peu lourd, un peu trop gros pour des pays qui ont pas les structures de consommation et le réseau de transport. Parce que si vous voulez, le réseau de transport, les fils à haute tension, les lignes à haute tension sont aussi importantes que la centrale elle-même, hein, si vous voulez faire de l'électricité. Et les centrales nucléaires, elles sont trop grosses, si vous voulez. Sauf, il faudrait des petites, peut-être que ça va venir, on appelle ça les Small and Modular Reactors, SME, SMR. Bon, c'est à la mode, si je puis dire en ce moment, donc, y compris EDF qui travaille là-dessus. C'est plus petit, ce serait adapté pour des villes. Donc, en effet, ça produirait de l'énergie pour les villes, les grosses villes, parce que les villes, comme je sais pas, les villes africaines, hein, deviennent immenses, hein, comme la plupart des mégalopoles du monde. Pour le reste, il faut quand même une instance de sûreté, il faut des ingénieurs, c'est toute une histoire quand même de faire du nucléaire, donc il faut des compétences. Quand vous voyez qu'en France, on a du mal à finir l'EPR, c'est que vous voyez que cette question des compétences est une question très importante et les compétences sont très sensibles au bashing, puisque les jeunes de nos jours, maintenant, qui sortent à Polytechnique, ils veulent faire eau et forêt, ils ne veulent pas faire nucléaire, hein. Donc, si vous voulez, il y a toute une chaîne importante à comprendre. Et donc, en effet, le nucléaire, c'est très important. Il y a un avenir au nucléaire. Et certainement, ça produit beaucoup d'énergie et c'est décarboné. Mais pour l'instant, il y a un certain nombre de difficultés. Et on oppose à tort les renouvelables au nucléaire alors qu'il faut les deux. Oui. Très bien, je vous remercie. Oui, j'ai vu. Alors, Monsieur Diallo, je vous donne la parole. Activez votre micro si vous voulez bien. Oui. Oui, merci madame, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je suis géographe de formation et je suis à Mopti au Mali, donc au Sahel. Actuellement, je travaille dans l'humanitaire. Ce n'est pas ma première fois de suivre vos mardis de Géopragma que je suis en recevant les mails, la mailing list. J'apprécie bien la présentation de façon macro de monsieur, j'oublie son nom, de monsieur Lalonde, mais je voudrais réfléchir en plus à micro. Quel lien peut-on faire avec les changements climatiques qu'a connu le Sahel et la crise sécuritaire qu'il vit? Parce que le Sahel a connu plusieurs sécheresses, notamment au début de ce siècle, en 1913, dans les années 70, dans les années 80. Avec quel lien peut-on faire avec ces changements climatiques et la crise sécuritaire que vit le Sahel aujourd'hui? Merci. Lorsque vous avez une crise qui se caractérise par exemple par une sécheresse accrue, vous avez évidemment une production alimentaire qui se réduit et vous avez à ce moment-là des risques accrus d'insécurité. Les populations vont chercher à se nourrir, vont chercher des ressources. De la même façon, quand un pays a du mal à se développer, vous avez des tas de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sont souvent la proie facile d'extrémistes qui leur font chanter un certain nombre d'espérances vaines, quoi. Donc,
la crise du climat, lorsqu'elle se traduit par la désertification d'un pays, une désertification accrue, à laquelle d'ailleurs les pays du Sahel cherchent à répondre, hein, la grande barrière verte, etc., eh ben, la désertification, elle va accroître les risques d'insécurité politique. Alors, nous avons une question de Monsieur El Carré. Il faut activer votre micro. Oui, voilà. Voilà. Merci, Madame la Présidente. En écoutant M. Lalonde, j'ai eu le sentiment de voir tout le poids qui pèse sur ses épaules depuis qu'il a pris en charge la question du changement climatique. Et c'est une question extrêmement complexe. La richesse de l'approche qu'il a faite me fait me poser énormément de questions que je voudrais résumer à 2 ou 3. Je commencerai par le plus simple, peut-être. D'abord, sur la question du recyclage des batteries, je me pose beaucoup de questions et je pense qu'il y a de ce point de vue quelque chose à creuser et à développer pour voir si la question du véhicule électrique est vraiment la panacée et l'alternative à ce que nous connaissons. Micro. Vous avez éteint votre micro. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. On en est resté à l'alternative. Voilà. Le deuxième point, c'est la question de l'eau. Que fait aujourd'hui sur un plan très pratique, que fait l'ONU ou que font les organisations internationales pour résoudre 2 problèmes, à mon avis, extrêmement complexes et dangereux, qui sont l'alimentation du Nil d'une part, et d'autre part, la manipulation de l'eau par les autorités actuelles de la Turquie actuelle. Sans vexer personne et sans nommer personne, je pense que tout le monde aura saisi ce que je veux dire de ce point de vue, parce que je pense, connaissant un peu la région, je pense que nous allons vers des affrontements sous une forme ou sous une autre dans la région du Tigre et de l'Euphrate, et notamment dans la région du Mashrek. Le troisième point, et je le ramasserai, si vous voulez, sous la forme suivante. Si j'ai bien compris le message de M. Lalonde, du ministre Lalonde, nous avons besoin de règles multilatérales pour régler à la fois le problème climatique, les problèmes climatiques, et ce qu'il engendre sur le plan des équilibres géopolitiques. Quelque part, je me pose une question. Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on a besoin de règles multilatérales, et donc on a besoin que toutes les puissances concernées, ou les moindres puissances concernées, se mettent ensemble pour régler ces problèmes, comment peut-on, si vous voulez, s'engager sur cette voie, alors que nous voyons de tous les côtés une diabolisation de la Chine et de la Russie, qui sont les principales puissances qui sont concernées dans ce domaine. Vous avez commencé, M. Lalonde, par parler de ce que fait la Russie dans l'Arctique. Elle a été même précurseur, parce que c'est un des premiers États qui se sont engagés dans une politique cohérente de leur point de vue, évidemment, dans l'Arctique. Que fait-on de ce point de vue? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à d'un côté vouloir s'arranger avec les Russes et les Chinois et en même temps les diaboliser, que nous voyons tous les jours? C'est-à-dire que vous avez une déclaration, pour le prendre, ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures, qui est absolument insensée de la part de M. Stoltenberg, de certains responsables américains concernant la Russie, et dans quelques heures, on va venir demander à ces gens qu'on insulte quasiment, leur dire installez-vous avec nous et aidez-nous à régler le problème. Il y a quand même ici un problème, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Et le dernier point, c'est que fait l'ONU, puisque vous avez eu des responsabilités au niveau de l'ONU. Personnellement, je crois que je l'ai dit, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir pour ouvrir ce cycle il y a quelques mois. Vous savez quel est mon attachement à la charte de l'ONU et à ce principe d'une régulation autour de cette institution. Dans cette institution, j'ai toujours dit que l'ONU était à la fois un lieu de conflit, un lieu de régulation des conflits, un lieu d'organisation
des conflits internationaux. Que fait l'ONU ou que peut faire l'ONU pour aller dans le bon sens, selon vous? Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'espère que nous allons essayer d'avoir avec vous un début de réponse. Un début de réponse seulement, hein, parce que, alors, pour les batteries, le recyclage s'organise. Hein, vous avez déjà Solvay, Veolia et d'autres en France qui ont annoncé qu'ils construisaient des usines pour recycler les batteries. C'est assez difficile à recycler, mais si on les recycle, et même si vous avez tous un téléphone portable ancien quelque part dans un tiroir, il y a énormément de métaux à récupérer là-dedans et ce n'est pas la peine de le laisser dans le tiroir, il faut organiser le recyclage de tout ça. Alors, ça va se faire et sans doute qu'on va améliorer la conception des batteries pour que ce soit plus facile à faire. Hein, parce que pour l'instant, c'est des métaux qui sont enroulés, enfin, c'est toute une histoire. Mais les batteries, c'est un élément très important de la transition énergétique. En Californie, par exemple, ils éteignent l'électricité. Enfin, le réseau est coupé quand il y a des risques d'incendie et toutes les maisons neuves doivent avoir des batteries, par exemple, pour la maison, etc. C'est en train de se développer. Vous avez même au Texas des gens qui disent que éolienne plus batterie, c'est moins cher que le gaz. Bon, donc il y a une compétition qui s'installe déjà. Alors les batteries, ça ne cesse d'évoluer. C'est incroyable comme depuis 2-3 ans, le monde scientifique et technique travaille d'arrache-pied à améliorer sans arrêt les batteries pour pouvoir recharger votre voiture en 10 minutes si possible. C'est Israël qui vient de mettre ça au point. Enfin, donc ça va très vite et donc ça va s'améliorer. Les points de recharge pour les voitures aussi, et notamment que les points de recharge soient intelligents. C'est-à-dire que vous arrivez pour mettre de l'électricité dans votre voiture, la borne vous parle et elle vous dit c'est pas le moment de faire le plein parce que vous êtes il y a la consommation d'électricité est importante, attendez plutôt les heures creuses. Enfin, ça, tout ça, c'est en route et cher monsieur El Khare, il n'y a pas de miracle, c'est la voiture électrique, oui, elle est meilleure que la voiture à essence, tout simplement, parce que la voiture à essence, elle envoie ou à diesel, et encore la voiture à diesel est moins mauvaise que la voiture à essence de ce point de vue-là, vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère. Ce sont les voitures qui sont un des principaux postes d'émission de CO2. En ce qui concerne l'eau, que fait l'ONU? Pas grand-chose. Alors, on va en parler après de l'ONU, mais l'ONU a au moins négocié, il y a 2 conventions internationales de partage des eaux. Donc, lorsque les États acceptent de signer cette convention, ils doivent mettre sur pied des formes de coopération et de partage. Donc, ça, c'est déjà un progrès qui est imputable aux Nations Unies. Mais les Nations Unies, alors je parle sous le contrôle de l'ambassadeur Chanel, les Nations Unies, c'est un syndicat d'États souverains. Ce n'est pas une organisation supranationale. Et d'ailleurs, M. Gutiérrez n'est que le secrétaire, ça dit bien son nom, un secrétaire, il est au service des États. Et ce que j'ai découvert aux Nations Unies, qui m'a toujours un peu attristé, c'est que aux Nations Unies, il faut que les solutions, les résolutions soient country-driven. Il faut que ça vienne d'un État. Ça ne peut pas venir du secrétariat, à la différence de la Commission européenne où la Commission a un rôle très important. Ça n'existe pas aux Nations Unies. Donc, si aucun État n'arrive avec une proposition sur la table, il ne se passera rien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu décevant. Mais comme vous le disiez fort bien, Monsieur El Khare, au moins, il y a quand même les Nations Unies. C'est mieux que rien déjà. Hein. Donc, il faut partir de là, discuter, essayer de l'améliorer. Et alors, les règles multilatérales, vous avez parfaitement raison. Alors ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que il y a malheureusement dans l'Union européenne une espèce d'asservissement, j'allais dire, aux États-Unis. Il y a quelque chose qui est d'un peu bizarre. C'est-à-dire que d'abord, on ne comprend pas pourquoi les États-Unis reviennent en arrière comme ça et veulent à nouveau faire la guerre froide. On ne comprend pas très bien. On comprend qu'ils ont peur de la Chine, et à juste titre. Ils ont peur de la Chine. La Chine qui, j'ai oublié de le dire, en plus d'aller chercher du pétrole un peu partout, elle cherche à contrôler les routes maritimes. Ça s'appelle le collier de perles et comment ça s'appelle, le Belt and Belt. Donc, tout ça, c'est parfaitement cohérent. Alors, les États-Unis ont peur de la Chine et il y a beaucoup d'analystes qui disent on va nous refaire le coup d'Athènes et de Sparte et de la guerre du Péloponnèse où les 2 grandes puissances vont malheureusement entrer en guerre. Et donc, dans ces conditions-là, c'est encore plus bête d'être fâché avec Poutine, pour le coup. On ne comprend pas bien, pour le coup. Et moi, je fais partie des gens, et j'ai longuement discuté avec Patricia là-dessus.
qui considère que la Russie fait partie de l'Europe. Enfin, en tous les cas, dans son histoire, Voltaire et Diderot à Saint-Pétersbourg et tout ce que vous voulez. Et je ne comprends pas cette espèce de diabolisation. Donc, je crois que Poutine est un très grand chef d'État. Au moins, on sait ce qu'il veut, c'est clair et net. Tandis que les États-Unis, un jour c'est Trump, un jour c'est Biden, un jour c'est je ne sais pas qui. Et effectivement, c'est un peu compliqué de suivre. Merci pour votre réponse. Alors, Monsieur Bousquet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. à peu près. Le ministre a posé une question. Vous pouvez passer très rapidement sur l'hydrogène en disant que ça n'a pas beaucoup d'avenir. En fait, du point de vue géostratégique et géopolitique, ça a l'intérêt d'être disponible partout. Donc, il ne pose pas de problème de tous les pays. En fait, on ne vous entend pas très bien. Excusez-moi. Vous êtes dans un aquarium quand on vous écoute. Là. Oui. J'ai compris que vous parliez de l'hydrogène. Oui. Je dis que vous êtes passé très vite sur l'hydrogène. Oui. Je dis du point de vue géostratégique, l'hydrogène partout. C'est certainement l'énergie qui est le plus facile à utiliser. Alors, je ne partage pas votre avis. Il y a un emballement pour l'hydrogène en ce moment, donc tout le monde en parle. Hein. Et il y a même le rêve un jour de l'hydrogène universel, si vous voulez, qui remplacerait le pétrole. La grande difficulté, c'est que l'hydrogène, il faut le produire. C'est comme l'électricité, si vous voulez. Vous ne trouvez pas l'hydrogène dans la nature, sauf peut-être dans des nuages interstellaires lointains, inaccessibles. Donc l'hydrogène, il y a deux façons d'avoir de l'hydrogène, soit à partir du gaz naturel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour la fusée Ariane, par exemple, on va sortir l'hydrogène du gaz naturel et qu'est-ce qu'on fait? On renvoie le carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est sale. Donc, ce n'est pas la meilleure méthode. Alors, si on le fait à partir du gaz, il faut à ce moment-là stocker le CO2 et l'empêcher de partir. L'autre méthode, qui est une méthode à laquelle beaucoup de gens pensent, c'est d'électrolyser l'eau. Vous allez faire passer un courant électrique dans l'eau et vous allez, comme en classe, hein, quand on était en seconde ou en première, on avait ensuite l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Donc, voilà une manière de faire de l'hydrogène. Mais simplement, il faut le faire. Et il faudrait que l'électricité soit quasi gratuite pour que ça finisse par être rentable avec des électrolyseurs. Et ensuite, il faut le transporter, cet hydrogène, il faut le stocker. L'hydrogène, c'est une molécule extrêmement petite. Donc, avant, quand on faisait des voitures et on disait on va faire un réservoir avec de l'hydrogène dedans, le matin, le réservoir était vide parce que l'hydrogène était passé à travers les parois tellement la molécule est petite. Donc, il y a beaucoup de contraintes. En plus, ça peut exploser, etc. Donc, l'hydrogène, pour l'instant, c'est utile dans des processus industriels. C'est très, très bien pour l'industrie, dans beaucoup d'applications. Et moi, je vous en ai parlé pour faire des carburants de synthèse. On en a besoin, de l'hydrogène. C'est bien pour la fusée Ariane, c'est bien pour un certain nombre. C'est peut-être bien pour des trains. Il y a l'Alstom qui fait des trains à hydrogène. Mais sinon, ça s'arrête à peu près là, quoi. Voilà. Tout simplement parce que c'est cher, difficile à produire et difficile à stocker et à transporter. Christopher Conen. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos commentaires très éclairants. Moi, j'aime toujours me projeter vers l'avenir. Donc, j'aimerais que nous fassions une photo dans 30 ans. C'est-à-dire que si nous parlions dans 30 ans, c'est-à-dire en 2050, est-ce que réalistiquement, ce que vous avez décrit aujourd'hui, c'est-à-dire l'usage quand même encore massif des énergies fossiles versus le nucléaire renouvelable, etc., et leurs enjeux géopolitiques seront plus ou moins les mêmes, et parce que les diverses initiatives, soit par rapport au climat de Paris, enfin de l'ONU, etc., n'auront pas marché. Ou alors, est-ce que le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, nous auront amené vers un statut où nous serons dans un monde qui sera beaucoup moins pollué, qui sera beaucoup moins polluant. Et si nous nous imaginions qu'en 2050, la consommation de pétrole et de gaz aurait été quasiment, peut-être pas réduite à nul, mais qu'elle sera, je ne sais pas, 10% de ce qu'elle est aujourd'hui,
quels pour vous seraient les enjeux géopolitiques par rapport aux pays du Golfe, par exemple, qui n'auront plus de revenus, et ainsi de suite. Enfin, donc les autres conflits, vous êtes problèmes qui pourraient survenir. Merci. Alors, ce qui va se passer en 2050, évidemment, j'aurai 104 ans, donc je ne sais pas très bien, mais il y a un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup frappé ces derniers temps, qui m'ont semblé marquer une inflexion, si vous voulez, réelle. D'abord, il y a eu quand même Biden par rapport à Trump. Et Biden, il se trouve que je connais un certain nombre de ses proches collaborateurs. Il a placé des quasi-militants du climat dans toute son administration. Donc, ce n'est pas des blagues, quoi. Et je pense que lui-même, peut-être parce qu'il est religieux un peu, il est vraiment convaincu que c'est de son devoir moral de faire quelque chose. Alors, que s'est-il passé aux États-Unis il y a 15 jours? C'était l'Assemblée générale d'ExxonMobil, la principale boîte de pétrole du Texas. Eh bien, des actionnaires qui représentaient 2%, même pas, des actions d'ExxonMobil, ont réussi à faire élire 3 directeurs en disant à ExxonMobil, excusez-moi, vous ne racontez que des salades depuis 10 ans, ça suffit comme ça, il faut maintenant que vous travaillez à décarboner vos activités. C'était un phénomène inouï aux États-Unis, et je peux vous dire que ça fait les nouvelles encore, les commentaires encore aujourd'hui, tellement c'est stupéfiant de voir quelque chose comme ça qui s'arrive. Et si vous voulez, ces petits actionnaires minoritaires ont convaincu les gros actionnaires, c'est-à-dire les fonds de retraite, etc. Donc, deuxième événement extraordinaire, l'Agence internationale de l'énergie, qui a été mise sur pied pour faire pièce à l'OPEP en 1973. Eh ben, l'Agence internationale de l'énergie, qui a toujours dit qu'il fallait faire des investissements, aller chercher du pétrole partout, faire des forages nouveaux, tout d'un coup, boum, terminé, il faut passer à zéro. Zéro carbone, la route à zéro. Et ça aussi, c'est une espèce de révolution invraisemblable. Comment ça se fait que cette agence internationale, tout d'un coup, change son fusil d'épaule et dise ça ne va pas, il faut absolument réduire les émissions et la consommation. Alors, est-ce que ça va suffire? Vous savez, quand j'étais aux Nations Unies, je disais toujours, je discutais avec les gens vous savez qu'aux Nations Unies, le problème principal, l'objectif principal, c'est de lutter contre la pauvreté. Bon, alors c'est très bien, c'est un objectif extrêmement noble. Et moi, je disais, mais enfin, regardez les efforts que vous faites depuis 50 ans, regardez, il y a toujours des pauvres, plein de pauvres. Et on me disait, c'est pas parce qu'il y a encore des pauvres qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté. Et ben, c'est la même chose pour les émissions de carbone et les problèmes d'environnement. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'il ne faut pas continuer. Je me souviens toujours de Al Gore, là, celui qui avait failli être président. Il n'arrête pas de commencer ses discours comme ça. Al Gore disait, ça prend vachement de temps. Oh, ça prend beaucoup de temps pour changer les choses. Mais une fois que ça a commencé, ça va beaucoup plus vite qu'on ne croit. Donc voilà, alors est-ce que c'est un vœu pieux? Je pense que ça va aller plus vite qu'on ne croit. Et notamment parce que les jeunes, aussi insupportables puissent-ils paraître quelquefois dans leurs manifestations un peu stupides, si je puis dire, eh ben, ils sont extraordinairement inquiets, des jeunes. Ils sont angoissés, ils ont peur vraiment pour leur avenir, ils se mobilisent, ils essaient de faire quelque chose. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça vient? Ça fait tellement de temps que j'entends que c'est une mode, tout ça, mais c'est une mode alors qu'elle dure depuis au moins 50 ans, en tous les cas, pour ce qui me concerne. Donc, la situation ne va pas s'améliorer. Voilà, la situation de l'environnement ne va pas s'améliorer. Les êtres humains, la France, on a fait beaucoup de progrès. Les eaux sont plus propres, on protège les animaux, les forêts. Donc, pour chaque État, ça se passe pas mal. Mais pour le niveau planétaire, alors là, on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'on n'a pas d'institution pour ça. On n'a pas d'institution. On parlait des Nations Unies. Pour qu'on puisse lutter contre le changement climatique et d'autres choses du même genre, il faudrait une coordination planétaire qui n'existe pas. Voilà. Et pour l'instant, c'est très difficile parce que, comme l'a dit la présidente, c'est plutôt du chacun pour soi pour l'instant. Enfin, on peut en parler parce que je pense quand même qu'il y a des choses qui vont se faire. Hein. Il y a des choses qui vont se faire. En Europe, on essaye. Mais on n'essaye pas vraiment sérieusement parce que l'histoire des renouvelables, ça ne suffit pas. Les renouvelables et l'économie d'énergie, ça ne suffit pas. Mais si on se projette dans un monde, donc d'ici 30 ou 40 ou 50 ans, où la consommation est pour les consommateurs et pour les entreprises, les industries, etc., de fossiles ont fortement diminué,
forcément, vous allez avoir d'autres crises qui vont survenir. C'est-à-dire que des pays comme le Venezuela, l'Iran, les pays du Golfe, la Russie vont avoir des chutes vertigineuses de leur balance commerciale et enfin, ça va créer de nouveaux problèmes géopolitiques. Donc peut-être que, comme vous l'avez dit, la France a son épingle à jouer sur le nucléaire. Oui, enfin, la Russie, vous savez, n'est pas en retard sur le nucléaire. Hein. C'est une société, et ils sont très forts, quoi, sur le nucléaire. L'Arabie saoudite, elle pense que Allah leur a donné le pétrole, mais que Allah leur a aussi donné le soleil. Donc, si vous voulez, ils sont en train de partir aussi à fond la caisse sur les énergies renouvelables, et ils font du nucléaire. Hein. C'est-à-dire qu'ils bâtissent aussi une centrale nucléaire, etc. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Le problème numéro 1 de l'Arabie saoudite, c'est plutôt l'eau, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Hein, et donc, ils font du dessalement à fond la caisse. Et là, s'ils continuent la bataille avec leurs Yéménites du Sud, là, ils risquent d'avoir des petits missiles sur leurs usines de dessalement. Et là, ça sera très compliqué. Donc, si vous voulez, c'est toujours, là, vous savez, il y a toujours un maillon faible. Hein. Le maillon faible, c'est l'eau dans ces pays-là. Parce que même, ils dessalent tellement que l'eau, que la mer Rouge est tellement salée que ça s'évapore et ça devient compliqué. Quoi, hein. On peut pas dessaler à outrance sur une petite mare, quoi, comme ça. Monsieur le professeur El-Carré, je vous ai appelé Rudolf, c'est un peu familier, donc maintenant je suis formelle. Il faut que vous enleviez votre micro. Voilà. Je dirais, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans l'intervention de M. Kounen lorsqu'il a cité les pays, comme par hasard, le Venezuela, l'Iran, la Chine, la Russie, comme si ces pays étaient ou vivaient uniquement de l'exportation de l'énergie. Je vais prendre le cas de l'Iran. Moi, je suggère à tous ceux qui voudraient parler de cette région d'aller sur place, comme je l'ai fait moi-même à un moment, pour savoir. Et j'ai découvert qu'en fait, tout ne reposait pas sur l'exportation d'énergie, loin de là, au contraire, bien au contraire. Pour le cas de l'Iran, il y a une vision globale avec l'environnement d'une part et avec le monde globalement. Seulement, le problème, c'est qu'on est complètement, comment dire, obnubilé par cette image donnée de l'Iran. Je ne veux pas parler des autres États, j'insiste sur ce point-là, par les grands médias et par ce qu'est l'Iran. L'Iran, je ne vais pas répéter les choses, c'est 7000 ans de civilisation, 7000 ans d'histoire. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans l'approche de l'Iran, et c'est pas moi qui l'ai résumé, c'est le général Mackenzie. Il y a à peu près 7 ou 8 mois, qui dit le problème de l'Iran, ce n'est pas que l'Iran ait ou puisse avoir l'arme nucléaire. Le problème, c'est qu'il a le savoir. Et il faut creuser de ce côté-là. Il faut voir quelle image nous donnons nous-mêmes de ces pays qui, le plus souvent, sont des pays diabolisés. Et si vous me donnez encore quelques secondes de plus, je vais vous donner une expérience qui m'a également beaucoup frappé en Iran. Je participais à une conférence internationale sur la violence dans les relations internationales et le terrorisme. Il y a eu un moment, la voiture venait nous chercher, à nous prendre, nous récupérer à l'hôtel pour aller au siège de la conférence. Et à un moment, il y a eu un embouteillage et le chauffeur a pris une rue adjacente et je tombe devant un immeuble de 25 étages qui m'a beaucoup frappé parce que le ciment qui reliait les poutrelles scintillait au soleil. Alors, lorsque je suis arrivé, j'ai posé la question et on m'a dit effectivement, nos laboratoires ont découvert ou ont inventé un ciment qui est 4 fois plus souple et plus dur que le ductal de Lafarge. Regardez la suite et le hasard. Je rentre via Dubaï et je trouve l'Économiste en reprenant l'avion. Et dans l'Économiste, je tombe sur un article qui est intitulé « What a disaster ». Alors, j'ai regardé quel était le désastre. Écoutez bien.
Le journaliste écrit textuellement. Imaginez que les Iraniens ont découvert un ciment plus important que le ductal, 4 fois plus fort que le ductal. Et imaginez la situation où nous envoyons sur le bunker iranien une bombe GBU 258 et que lorsque la poussière s'estompe et disparaît, le bunker est toujours là. What a disaster! Alors, c'est quand même significatif. Moi, je crois, d'un côté, vous avez des gens qui font de la recherche, c'est une société, ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour la Syrie, ça vaut pour le Liban, ça vaut pour la Palestine, pour l'Irak. Nous ne sommes pas, excusez-moi de parler maintenant pour ma partie qui n'est pas française, par mon père, nous ne sommes pas des anonymes, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes une société vivante, des êtres humains vivants. Et lorsqu'on parle, pour revenir à la question du climat, nous parlons d'êtres humains, nous ne parlons pas uniquement de chiffres, de techniques, etc. C'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et donc, je pense qu'il est important d'avoir un autre regard, un regard sous une autre forme culturelle, si vous voulez, avec d'autres paradigmes sur cette société, et ne pas uniquement, non seulement ne pas les diaboliser, mais ne pas les déshumaniser. Excusez-moi d'avoir fait un petit sermon, mais je pense personnellement très profondément ce que je dis. Merci Madame la Présidente et merci pour votre patience. Je vous laisse réagir. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Le Carré. Voilà. Donc, je pense effectivement que c'est ce qui nous manque, mais on est loin du compte. Parce qu'on est dans une hystérie. Sauf le respect de M. Kounen, je ne veux blesser personne. Non, mais là, on parle de l'environnement international. Enfin, en tout cas, je l'ai pris comme ça, dans son ensemble, de l'ambiance et d'effectivement cette polarisation, cette antagonisation des choses qui, en fait, tout en mettant en exergue des grands problèmes généraux de l'humanité et graves pour l'ensemble de l'humanité, poursuit bien souvent des objectifs extrêmement prosaïques et brutaux, et en fait où effectivement certains pays sont clairement visés dans tout ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pourraient faire. Donc moi j'appelle de mes voeux cela, mais je vous laisse, je vous en prie, Monsieur Lalonde, réagir. Je ne crois pas que M. Christopher Kounen avait une intention quelconque. Non. Parce que j'en ai compris. Donc, si vous voulez, je partage l'avis de. Ça fait vivre le débat. Ça fait vivre le débat. Il change d'idée. Je crois en effet que dans toutes nos sociétés, dans la société iranienne, en effet, un peuple de très très vieille culture, sans doute d'ailleurs l'origine de l'humanité, enfin, pour ce qui touche à la Mésopotamie en tous les cas. Et bon, moi, j'ai beaucoup d'amis iraniens et notamment des archéologues iraniens. Sur le Zagros et tout ça. Donc, je partage tout à fait. Partout, mais les Russes, c'est la même chose. C'est une magnifique société avec des écrivains extraordinaires, des scientifiques tout à fait remarquables. Même chose en Chine. Je suis allé souvent en Chine, quelquefois avec Patricia. À chaque fois, on s'est senti chez nous, presque, j'allais dire, en Chine. Donc, si vous voulez, c'est évident que la question de l'environnement, c'est évidemment, cet environnement global et planétaire, c'est évidemment la question de l'humanité. Est-ce que l'humanité est capable de surmonter ces différends et ces petites querelles, parce que ce sont des petites querelles, parce que cette question nous menace tous. Voilà, on est tous dans le même bateau. Et évidemment, c'est quelquefois angoissant de voir la superpuissance tout d'un coup quitter l'accord de Paris, par exemple. Et dire que tout ça est absurde, c'est terrifiant parce qu'on perd à ce moment-là 5 ans et on voit bien à quel point les États-Unis rament en ce moment pour être crédibles. Et la crédibilité des États-Unis lorsqu'ils demandent aux autres de faire des efforts, c'est qu'ils commencent par les faire chez eux, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Et pour Biden, la grande difficulté pour Biden, il est âgé maintenant, Biden. Il est vraisemblable qu'il ne se représentera pas dans 4 ans. Donc il est très pressé. Il veut montrer que les États-Unis vont le faire rapidement. Or, il n'a pas la majorité suffisante pour le faire, comme d'habitude aux États-Unis. Donc, c'est très difficile aussi pour les États-Unis de montrer qu'ils veulent le faire vraiment. Voilà. Je vois une petite main jaune de Gérard Chesnel.
se dresser. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci et surtout, Monsieur le Ministre. C'était un exposé global extrêmement intéressant. Vous avez abordé tous les aspects du problème. Personnellement, moi, je suis un quasi inconditionnel du nucléaire. Je trouve monstrueux de songer à remplacer une centrale comme Fessenheim par 2 centrales au charbon. Enfin, qu'est-ce qui peut passer par la tête des gens? Et puis, je trouve aussi que les énergies renouvelables ne tiennent pas tellement leurs promesses. Le solaire, peut-être un peu, mais ça prend beaucoup de place. Et puis, ça pose le problème du traitement des batteries, hein, comme pour les voitures. Et puis, alors, l'éolien, je crois vraiment il y a un problème avec l'éolien. Ça suscite énormément de réactions, à mon avis, partiellement justifiées quand même. Je ne sais pas si vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour répondre à toutes ces objections. Je suis allé à l'île-Dieu pour aider les gens qui se battaient contre un énorme champ d'éoliennes, mais ça ne m'a pas porté vraiment bonheur ensuite auprès de mes amis notamment. Enfin, j'essaye d'expliquer aux écologistes qu'ils sont en train de refaire le coup des centrales nucléaires, si je puis dire. Il y a 30 ans, ils rouspétaient en disant « mais on nous impose quelque chose et on nous dit que c'est pour notre bien ». Eh bien, ils sont en train de faire exactement la même chose avec les éoliennes et ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Donc, c'est quand même assez frappant. Alors, est-ce que c'est mauvais? On a une loi en ce moment qui nous dit qu'il faut faire à peu près 50% de nucléaire et 50% de renouvelables pour l'électricité. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr. J'ai très peur qu'on perde les compétences et qu'on finisse par abandonner une technique qui a fait quand même qui pourrait ou qui a fait les beaux jours de l'industrie française, puisque le courant était moins cher qu'en Allemagne, 2 fois moins cher carrément, etc. Et tout ça, c'est absurde parce que quand on réfléchit à l'avenir du monde, le nucléaire, c'est E égale mc au carré, c'est-à-dire la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est énormément d'énergie. Et donc, que l'humanité, tout d'un coup, décide de se passer de ça, c'est absurde. C'est même pas envisageable. Donc, si vous voulez, ça reviendra à un moment donné. Alors, simplement, il faut l'améliorer, parce que rien n'est parfait. Comme on dit en écologie, comme en économie, il n'y a pas de repas gratuit. Eh ben, c'est la même chose. Le solaire, comme vous avez dit, ça prend beaucoup de place. Hein. Il faut de la silice. Pour l'instant, le solaire, il envoie plus de gaz de CO2 que le nucléaire, tout simplement parce que les piles sont faites en Chine avec du charbon chinois, si je puis dire, la source d'énergie. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Maintenant, ça ne cesse de progresser. Je connais des industriels, notamment à Nantes, Armor, par exemple, pour ne pas le citer, qui faisait les codes barres sur les produits dans les marchés. Eh ben, ils ont inventé une peau photovoltaïque, une espèce de quelque chose de souple qu'on peut mettre sur n'importe où, quoi. Donc, si vous voulez, les progrès sont continus partout. C'est évident que le solaire fera partie de la solution, sur plusieurs formes d'ailleurs, sous la forme de fours solaires. Déjà, vous avez un four solaire en France, c'était EDF avait fait ça à Odeillo, Font-Romeu. Hein, il y a un des premiers fours solaires et ensuite la France a abandonné, etc. Et ben, ce four solaire, il est très utile parce qu'il produit des températures extrêmement élevées et on peut faire des tas de choses, y compris d'ailleurs expérimenter la résistance des chars d'assaut en cas de pépin nucléaire, etc. Bon, donc le solaire aura sa place. Alors les éoliennes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous met des éoliennes. Ça n'a rien à voir avec notre rêve d'écologiste des années 70, si vous me permettez. Maintenant, ce sont des mâts de 200 à 300 mètres de haut, avec quelquefois 3 mégawatts. C'est absolument immense, avec des aimants qui pèsent 4 tonnes. Et bon, qui ont un peu de terres rares, mais les terres rares ne sont pas si rares que ça, donc ce n'est pas vraiment le problème. Mais c'est moche, ça fait du béton partout. Et quand on veut artificialiser, on nous dit qu'il faut lutter contre l'artificialisation des terres. Très bien, alors on met des éoliennes un peu partout. Enfin, quand vous parliez, Madame la Présidente, de contradictions, il y en a plein de contradictions, ça n'arrête pas. Donc voilà. On a presque un peu l'impression que les écologistes d'aujourd'hui sont les pires ennemis de l'environnement, si vous voulez. Si on va au bout de la contradiction, il y a une sorte de schizophrénie là quand même. Alors le Parti vert est manifestement un complice du changement climatique en étant contre le nucléaire. Ça certainement. Et il ne se rend pas compte lui-même, c'est ça qui est terrible. Ouais.
ce sont des gens, parce que j'ai connu, j'en ai fait partie, donc je dois battre ma coulpe, mais dans les années 70, on ne parlait pas du changement climatique ou à peine. Et dans les années 80, le GIEC, le IPCC, a été créé en 86 ou 87. Et pendant un bout de temps, on se demandait si la Terre se refroidissait, enfin la surface de la Terre se refroidissait ou se réchauffait, parce qu'on ne savait pas si les aérosols, c'est-à-dire la pollution, la poussière, tout ça, on ne savait pas si les aérosols refroidissaient la surface de la Terre, ou si au contraire, le changement climatique l'emportait, si vous voulez, sur le forçage radiatif. Et bien voilà, maintenant on le sait. Donc à l'époque, le mouvement écologiste s'est un peu forgé dans la lutte contre les centrales nucléaires. Enfin, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on paye cette erreur. Il faut essayer de convaincre les écologistes. Et sans doute que ce seraient les premiers à se laisser convaincre s'ils s'y réfléchissent un peu. Parce qu'en principe, un écologiste est là pour essayer de défendre les conditions de vie à la surface de la planète, quand même. C'est quand même ça le job. Oui, mais quand on voit qu'avec la fermeture de Fessenheim, horrible. Il y en a qui disent oh, ben, c'est pas grave, on va acheter du charbon à l'Allemagne, de la lignite. Non, mais du gaz. En revanche, de le gaz. l'électricité à l'Allemagne, mais enfin qui est produite à partir de lignite, si j'ai bien compris. Notamment. On nage en plein délire. Enfin, on est. Oui. On est. En effet. Alors, je vois deux autres questions et puis je terminerai sur quelque chose d'autre, enfin qui est lié évidemment. Alors, Monsieur Soulard, il faut mettre votre… Bonjour, merci. Bonjour Brice Lalonde et merci à Géopragma pour cette initiative. Une question rapide, comment interprétez-vous plutôt le sommet international Rio+20 qui a été un grand couronnement d'une initiative multilatérale durant l'année 2012. J'ai moi-même participé du côté de la société civile. Est-ce que vous y voyez une contradiction dans une aspiration multilatérale et un monde néo-national en progression? Comment vous avez vécu ce moment? Alors, j'ai été très heureux d'être le coordonnateur exécutif, comme on disait à l'époque, de cette conférence, parce que précisément, je venais de vivre quelques années comme ambassadeur climat et je trouvais qu'il y avait une polarisation excessive sur le climat, comme si nous étions tous unidimensionnels, tous uniquement déterminés par les joules et les calories, quoi, hein. Donc, quand même, il y a d'autres questions sur la Terre que le climat et il faudrait essayer d'avoir la big picture, comme on dit en anglais, voilà, la vue d'ensemble. Et donc, j'ai été extrêmement satisfait quand la conférence s'est terminée par l'adoption, enfin la décision d'adopter des objectifs de développement durable pour toute l'humanité. Et ces objectifs de développement durable, il a fallu encore 3 ans ensuite pour les négocier. Mais si vous voulez, c'est la première fois qu'au sein des Nations Unies, il y avait une espèce d'équivalence entre les questions d'environnement et les questions sociales. Voilà, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique, mettons, étaient placées sur le même plan. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et ça, c'était une évolution extrêmement importante au sein des Nations Unies, parce que je peux vous dire qu'au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, ce n'est pas toujours très simple de faire évoluer les choses. C'est un système où on ne cesse de chercher dans les tiroirs les éléments de langage déjà adoptés pour ne pas avoir à se donner du mal d'en négocier d'autres. Mais c'était un succès. Hein. Le Rio+20, c'était un succès. On n'a pas pu tout faire, mais pour les Nations unies, si vous voulez, c'est quand même formidable que les Nations unies parviennent de temps en temps à proposer ces magnifiques synthèses. Et c'est ensuite, vous savez, c'était bâti sur le succès des objectifs du millénaire, dont l'objectif était essentiellement la lutte contre la pauvreté, et qui avait réussi, puisque fixer des objectifs, c'était l'innovation de, comment il s'appelle, l'Africain, notre magnifique Ghanéen à la tête des Nations Unies. Kofi Annan. Kofi Annan, c'était cette magnifique initiative de Kofi Annan qui avait changé un peu les règles du jeu, puisqu'en fixant des objectifs, on peut voir si on y arrive, si on se rapproche, et on concentre les financements, on concentre les efforts. Et ça a si bien marché, évidemment, la pauvreté n'a pas disparu, mais beaucoup de choses ont progressé, l'eau, l'accès à l'eau, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire la même chose pour pas simplement la pauvreté, mais l'ensemble des problèmes que nous estimons être les problèmes de l'heure. Donc, vous y étiez, c'est formidable. Oui,
Et je ne vais pas raconter mon expérience, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, merci de la clairvoyance sur cette expérience. Constantin Lianos, votre micro. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Monsieur le Ministre, je vous suis depuis une cinquantaine d'années. Vous avez un profil extraordinaire. Vous êtes passé par tous les postes inimaginables. J'ai des questions, une un peu brute et une un peu amicale. Une question, pensez-vous à l'avenir certain de l'ONU, ces syndicats des pays de tiers-monde qui se réunissent, qui sortent des tiroirs des histoires anciennes, mais qui ne règlent aucun problème? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce serait de vous demander quel conseil donnez-vous aujourd'hui à la nouvelle vague écologique? Alors, merci beaucoup de ces questions. Alors, la première question que vous dites un peu brutale, je vais répondre de manière non moins brutale en disant, comme vous, je m'étais plaint à un collègue ambassadeur, vous savez, ce qu'on appelle un vieil ambassadeur chevronné. Et je lui ai dit, mais c'est quand même terrible, les Nations Unies, il faudrait quand même pouvoir améliorer ça. Mon pauvre ami, il a fallu une guerre mondiale pour créer les Nations Unies. Alors, si vous voulez les réformer, il faut une nouvelle guerre mondiale. Bon, donc, restons-en là. Bon, c'était un peu une blague, si vous voulez, mais quand on connaît les Nations Unies, par exemple, on dit, bah, écoutez, c'est pas possible, il faudrait quand même qu'il y ait un pays africain au Conseil de sécurité. Très bien, alors, ce sera le Nigeria ou ce sera l'Afrique du Sud? Oh là là, c'est trop compliqué, restons-en comme on est là maintenant. Ou alors, comment, il n'y a pas d'Amérique latine? Alors, est-ce que ce sera le Brésil ou est-ce que ce sera le Mexique? Oh là là, c'est trop compliqué, etc. Donc voilà. Donc, si vous voulez, c'est une institution difficile à bouger, quoi, hein, il n'y a pas de doute. Mais bon, de temps en temps, c'est soit l'Assemblée générale, soit le Conseil de sécurité, bon, qui arrive à se mettre d'accord. Et quand même, vous savez, les Nations Unies, à New York, c'est un peu politique, mais dans les pays, il y a aussi des gens extrêmement dévoués, notamment les gardiens de la paix ou les casques bleus, etc. Il y a des gens vraiment très dévoués qui se donnent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts. Donc, c'est un triple système, si vous voulez. Il y a les pays où les gens sont formidables. Il y a les agences, FAO, UNESCO, de ce côté. Bon, ça marche plus ou moins. Et puis, il y a New York, alors c'est très politique. Et là, s'il n'y a pas autant de Pakistanais que d'Anglais que de machin, alors ça ne marche pas. Donc, voilà. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Bon, et la deuxième question, j'ai déjà oublié ce que vous m'aviez dit. Vous vouliez quoi, monsieur? Excusez-moi. Ah, Constantin? Je vais reposer la question, mais avant de reposer la question, je ne parle bien sûr de l'ONU, de ce syndicat mondial planétaire. Je ne parle pas des hommes de la paix, dont je fais partie et que j'ai servi pendant 47 ans l'armée française, et notamment en Somalie, où c'était les mots qui allaient très bien avec Restore Hope. Alors, Restore Hope, vous voyez l'état où ils sont actuellement. Mais, pardonnez-moi, là, je vais ajouter une question sur l'ONU. Donnez-moi un pays et un conflit que l'ONU a réglé, les conflits, sans partir, excusez-moi, en termes militaires, la queue entre les jambes, quoi. Parce que comme on fait actuellement en Afghanistan et ailleurs. Et quant aux États-Unis, qu'il a été créé depuis 240 ans, depuis 238 ans, ils sont en guerre. Pourquoi l'ONU est installée aux États-Unis et pas dans un pays neutre comme la Suisse? À cause de Mme Roosevelt. Il faut Roosevelt. une troisième guerre mondiale, peut-être. Maintenant, j'ai compris. Bon, merci. Alors, la question, c'est pour l'écologie. Excusez-moi, Madame la Présidente. C'était le conseil que vous pourriez donner aujourd'hui à la jeunesse écologique. Alors, on ne se refait pas. Je vais vous proposer une citation de Trotsky. Alors, Trotsky disait c'est très important la vapeur. La vapeur, c'est parce qu'à l'époque, c'était la vapeur qui était le vecteur énergétique de l'époque. Et donc, il disait la vapeur, c'est vraiment formidable, ça fait de l'énergie, ça change tout. Mais s'il n'y a pas un cylindre et un piston, ça ne sert à rien. Alors, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce que je leur dis. Écoutez, vous allez faire des manifestations, vous les jeunes,
M. Trump est au pouvoir et vous n'allez pas manifester devant l'ambassade des États-Unis, mais vous manifestez devant le ministère de l'Environnement français qui n'en peut, mais vous faites une très grosse erreur. Il faut aller là-bas devant l'ambassade des États-Unis. Donc, si vous voulez, ce que je dis à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est écoutez, c'est très très bien d'être aussi mobilisé, mais s'il vous plaît, mobilisez-vous pour des choses pratiques qui fonctionnent et pas pour uniquement faire du bruit. Bon, alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent de YouTube. Si vous avez encore un tout petit peu de temps à nous consacrer. Je vous les dis, il y en a 3. Pensez-vous que les carottages de glace en Antarctique permettraient de démontrer que le changement climatique est un phénomène naturel né de l'activité volcanique essentiellement, enfin c'est ce qui est dit, et que l'activité humaine n'en serait pas responsable, en tout cas majoritairement responsable? Ça, c'est la première question. La réponse est non. La réponse est non. Donc, ça ne démontrera pas ça. Non, on a fait des carottages, hein. On va jusqu'à quasiment 1 million d'années sur les carottages et on a la succession de la composition des bulles d'air qui sont prisonnières des glaces. On sait très bien ce qui se passe. Il y a eu des variations du climat dans le passé. Elles sont liées à la position de la planète Terre par rapport au Soleil, sur l'écliptique, etc. Tout ça, ça a été parfaitement en plus calculé par un génie qui était un génie serbe qui s'appelait Milanković, qui avait eu cette idée, cette hypothèse, et il avait fait ses calculs, et il avait calculé exactement ce que ça devait être dans le temps, tous les 15 000 ans, tous les je ne sais pas combien. Et maintenant, tout ça a été corroboré. Oui, le climat change quand la planète change son orbite autour du Soleil, mais là, en ce moment, il n'y a aucune explication à ce réchauffement que l'on voit, hein, les glaces qui fondent, etc. Aucune autre explication que la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bon, ça c'est une réponse extrêmement claire. Deuxième question. Comment envisagez-vous l'avenir de nos systèmes politiques face aux chocs sociaux annoncés en répercussion aux changements environnementaux, j'imagine? Eh bien, je suis préoccupé. D'abord, je suis préoccupé parce que je ne suis pas sûr de me retrouver exactement dans mon propre pays. Hein. Quelquefois, je suis préoccupé de voir l'espèce d'émiettement de la société, de guerre de tous contre tous. Enfin, tout ça, ça me préoccupe en ce moment. Et effectivement, il va falloir se préparer à des chocs, mais en même temps, quand on a dans une difficulté, la solidarité souvent s'installe presque spontanément hein, quand il y a des difficultés à surmonter. Donc, il faut à la fois qu'on ait, je pense, des gouvernements qui aient de l'autorité, c'est-à-dire qui inspirent confiance, et donc qu'ils aient, comme on disait en latin, auctoritas, et qu'à ce moment-là, ils nous aident à nous organiser pour mener cette transition. J'ai très grande confiance, plus que mes anciens amis, si je puis dire, dans les entreprises. Je crois que les entreprises jouent un rôle très important. Les entreprises sont presque devenues notre relation à la nature, puisqu'avant on était tous paysans, maintenant plus du tout. En revanche, ce sont les entreprises qui organisent, coupent, comment dirais-je, pillent quelquefois ou protègent parfois, enfin bon, qui transforment la nature pour créer des biens. Donc, si vous voulez, on a besoin d'avoir les entreprises. Donc, je crois que un gouvernement qui soit déterminé, qui inspire confiance, qui nous dise ce qu'il faut faire, qui quelquefois ne tolère pas trop de désordre, quoi, hein. Je pense qu'à ce moment-là, on y arrivera. Dernière question, puis après, je ne renonce pas à la mienne. La fusion nucléaire, l'énergie des étoiles, actuellement en recherche à l'ITER en France, quand sera-t-elle prête et quel est son potentiel? Elle sera prête en 2150 peut-être. Son potentiel est infini, hein, c'est-à-dire que ce serait la solution, bien entendu. C'est très difficile parce qu'il faut atteindre des températures de l'ordre du million de degrés. Enfin, bon, c'est vraiment... Et en même temps, il faut faire du froid absolu parce qu'il faut des aimants, il faut comment dirais-je, contenir cette chaleur dans une structure immatérielle qui est un champ magnétique, donc c'est très difficile.
Bon, alors, ITER avance, mais pour l'instant, l'objectif d'ITER, c'est d'obtenir plus d'énergie que l'on met dedans, que celle que l'on introduit dedans. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, on est obligé de consommer plus d'énergie que ce qu'on retire, parce qu'il faut atteindre ces températures phénoménales, quoi. Phénoménal. Donc voilà, donc, mais c'est possible. Et vous savez, il y a une chose qui me frappe, c'est que un des combustibles d'ITER futur, hein, quand on produira de l'électricité de cette manière, ça s'appelle l'hélium 3. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre, mais il y en a beaucoup à la surface de la Lune et peut-être de Mars et de Vénus. Et qui se prépare à aller sur la Lune pour récolter ça? Les Chinois. Les Chinois. Bien, bon. Alors, bien. Donc, je termine avec ma question, qui est toute bête, qui concerne, en fait, alors d'abord, elle n'est pas bête du tout. Bon. Vous seriez nommé ministre de l'Environnement demain. Quels seraient les trois, je dis trois, mais ça peut être 2 ou 4, mais mettons les 3 axes, les 3 orientations que vous donneriez, que vous souhaiteriez donner pendant voilà, pendant la durée de votre portefeuille. Admettons qu'il dure quelques années. Alors, je vous ai dit, d'abord, ça serait peut-être très bien, tiens, après tout. Je vous ai parlé de l'électrification, donc je pousserai l'électrification et l'électricité. Ah oui. Je pousserai la chaleur, c'est-à-dire par exemple les réseaux de chaleur dans les villes, la géothermie, etc., des sources de chaleur, les pompes à chaleur qui se développent heureusement toutes seules maintenant. Et puis je demanderai que l'on recycle l'eau, c'est-à-dire qu'au lieu de jeter l'eau, qu'on la nettoie et qu'on la réutilise, c'est-à-dire qu'on ait une espèce de nouvelle frontière pour les politiques de l'eau. Parce qu'on a déjà des tensions sur l'eau en France, notamment la Garonne, le Rhône, notamment parce que aussi, comme il y a moins de neige et moins de glace, en été, la Garonne et le Rhône commencent à connaître des étiages assez sévères. Voilà. Et pour le nucléaire pour le nucléaire j'en commanderai 6 réacteurs, vite. Le nucléaire bashing, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Parce que c'est complètement on commande suicidaire. On commande 6 nouveaux réacteurs. Tout de suite. Pour le pays. Pour la France, oui. Moi, je voudrais rajouter une question sur le ferroutage, parce que ça fait des années qu'on nous parle du ferroutage. Oui, oui, vous avez raison. C'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage de pollution faite par les camions, est-ce que c'est vraiment un sujet ou c'est complètement optique et c'est un peu… Non, c'est vrai, les camions, il y a beaucoup de camions. D'abord, il y a des problèmes sociaux parce que ce sont des camionneurs qui viennent souvent d'autres pays, quoi, hein, traversent la France, oui, de l'Est. Des gens d'ailleurs qui se sont endettés quasiment pour acheter leur camion ou je ne sais, enfin bon, c'est pas si simple. Alors, il y a des règles de cabotage, comme on dit, mais le camion, c'est assez polluant, oui c'est polluant parce que d'abord, ce sont des diesels pas toujours bien réglés. Ensuite, parce que c'est très lourd. Maintenant, on a accepté des camions de plus lourds parce qu'on s'est dit, ça veut dire qu'il y a moins de camions sur les routes parce qu'ils sont plus lourds, donc ils peuvent porter davantage. Mais en même temps, comme ils sont plus lourds, ils abîment les routes. Et comme ils abîment les routes, c'est à la collectivité de les réparer et de les entretenir. Alors, on a voulu faire, souvenez-vous, de mettre un portique pour dire, voilà, il y aura une petite… hop, les gilets rouges, les bonnets rouges, les gilets, tout ce que vous voulez. Bon, donc c'est difficile politiquement, mais oui, c'est évident que les transports routiers, peut-être qu'il y en aurait un peu plus, notamment quand vous êtes sur l'autoroute du Nord et que vous allez à Bruxelles, vous avez un train de camion, si je puis dire. Et comme c'est un train de camion, pourquoi vous ne voulez pas mettre sur le train après tout? Bon, et donc les Suisses ont fait ça. Hein, il y a davantage. D'abord, il y a une taxe. Quand vous arrivez en Suisse, vous payez une taxe à l'entrée de la Suisse. Et ça, c'est pour améliorer les chemins de fer et notamment mettre les camions sur le rail. Alors, les Suisses ne le font, pas nous. Voilà. On a essayé un peu. On avait même une société en Alsace qui construisait un système pour mettre des camions dessus. Mais bon, là, c'est très difficile. Et là aussi, la question, c'est aussi un peu… Après tout, le problème des livraisons et du transport avec Amazon et autres et le commerce en ligne qui se développe de plus en plus, il va falloir transporter tout ça à un moment donné et arriver chez vous. Et donc, la question du dernier kilomètre, la question de la flexibilité, parce que le train, c'est très bien, mais ensuite, quand ça arrive à la gare, il y a une rupture, il faut changer de rupture de charge, et il faut transporter ça sur un autre véhicule, etc. Donc, si vous voulez, là encore, il faut réfléchir, il faut travailler, voilà.
Je n'ai pas la réponse. A priori, je suis pour le train. Comme tous les écolos, je suis pour le train, mais je me dis, est-ce que c'est peut-être un peu idéologique tout ça? Je ne sais. Ouais. Voilà. Mais bon, vous avez raison quand même, le ferroutage, ce serait quand même pas mal. Ce serait quand même assez sympathique. Bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Monsieur le ministre, de nous avoir consacré de votre temps et de nous avoir rendu clair des choses voilà, qui ne sont pas forcément, en tout cas pas pour moi, et je ne pense pas être totalement toute seule. Je vous remercie beaucoup. Je remercie à tous ceux qui étaient avec nous. Nous aurons a priori une dernière séance des mardis Géopragma avant que l'été enfin n'arrive, c'est-à-dire avant le 14 juillet, normalement. Mais je ne peux pas encore vous annoncer l'invité, donc je verrai. Je le ferai en temps utile dès que je saurai, dès que je pourrai. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.